Bonjour et bienvenue à Presse Éco, votre tribune hebdomadaire d'analyse, de commentaires, de débats sur les sujets de l'actualité nationale et internationale avec nos chroniqueurs, nos invités, sont des hommes des médias, des analystes. Avec eux, nous revenons donc sur ces sujets qui ont marqué l'actualité. Aujourd'hui, nous allons évoquer au plan national 3 sujets. Il s'agit d'abord du débat autour du report des élections de novembre 2020, donc élection présidentielle et législative couplée. Il y a tout le débat. L'Église catholique a fait une sortie, ainsi que le MPP, parti au pouvoir. Nous allons débattre de ce sujet avec nos invités. Second sujet, il sera également question du sondage Présimètre, donc sondage Présimètre que vous êtes familier, qui a donné 4,53 sur 10 au président Roch-Marc Christian Kaboré sur l'ensemble de son programme. Nous allons donc débattre de ce sujet. Et puis, dernier sujet, au plan national, il sera question donc de cette crise entre le barreau et le procureur général. Nous allons donc revenir sur ce sujet. Puis au plan international, c'est la Côte d'Ivoire avec des attaques au nord. Une base militaire a été attaquée par des terroristes, dit-on. On va donc débattre de ce sujet avec mes invités. Premier invité, Évariste Faustin Concebo. Évariste Faustin Concebo est chroniqueur média. Il est le président du SEC d'éveil. SEC d'éveil qui est une association de défense des droits de l'homme. Il est également premier porte-parole du FORAC, le Forum alternatif des citoyens. Merci Évariste d'être sur ce plateau. Et puis à ma gauche, Bama Lagui. Bama Lagui est donc rédacteur en chef de Courrier confidentiel, qui est un bimensuel d'investigation. Merci d'être sur ce plateau, Lagui. Et puis juste à droite, Mamadou Ali Compaoré. Ali Compaoré est donc journaliste, actuellement cadre détaché au ministère de la Communication. Merci d'être sur ce plateau. Et puis enfin, dernier invité, Parfait Silga, il est journaliste et analyste. Merci à vous tous d'être sur ce plateau. On va donc revenir sur un sujet qui a marqué l'actualité, mais dont nous avons débattu la semaine dernière. Il s'agit de la question du report des élections. Certains évoquent la situation sécuritaire du pays, la situation sécuritaire, avec la situation humanitaire également, les déplacements et tout des populations. Et certains estiment non, qu'il faut tenir ces élections à bonne date pour une sécurité des institutions, pour ne pas ajouter la crise à la crise. Nous avons donc vu par exemple l'Église, par exemple, les évêques ont fait une sortie également qui ont confirmé, ou du moins ont donné leur avis, qu'il faut tenir donc ces élections en novembre pour ne pas en rajouter à la crise sécuritaire, une crise institutionnelle. Mais avant, nous avons vu aussi le PDP et le PRIT Lanaya, qui sont d'autres partis également, qui ont évoqué la nécessité donc de reporter ces élections pour plus de sécurité avant bien sûr de tenir ces élections. Ali, Mamadou Compaoré, c'est chassé croisé sur la question. Bon, il est évident que nous sommes à quelques mois de la fin du mandat du président Roch-Marc Christian Kaboré, et c'est tout à fait normal que la question des élections revienne au devant de la vie publique. Mais il est aussi bon de constater que notre pays ne se trouve pas dans une situation totalement stable, pour ne pas dire que notre pays n'est pas stable. Nous sommes en situation de guerre, et c'est peu de le dire. Sur 6 régions que compte notre pays, il y a 5 régions qui échappent, 13 régions, pardon, que compte notre pays. Il y a 5 régions qui échappent plus ou moins au contrôle du gouvernement central. Et de ce fait, il y a vraiment des inquiétudes sur la question, vu que les élections doivent se faire sur l'ensemble du territoire dans de très bonnes conditions, afin que les résultats reflètent la vérité des urnes, afin que le président qui sera élu soit légal et légitime. Mais tous ces points-là ne sont pas encore résolus, et nous allons inéluctablement vers les élections, et on a peur de se retrouver dans une situation, j'allais dire, d'inconfort, et cela risque d'apporter encore une crise à la crise, parce qu'on aura un président qui sera là, on ne sait pas quel sera son statut, et ça c'est un gros problème qui est là, et ça c'est une grosse réflexion que les hommes politiques mènent actuellement. Tout le monde n'est pas d'accord sur la question. Il y en a certains qui murmurent une certaine forme de transition avec un gouvernement d'union nationale. Il y a d'autres qui demandent au président Roch de démission totalement. Il y a l'Église catholique qui vient de faire un très bon papier, qui pose bien les bases et qui attire l'attention des gens sur un vide institutionnel qui pourrait plonger davantage l'ensemble du pays dans une situation difficile. Quand on observe bien le pays et on regarde la façon dont ceux qui nous attaquent évoluent, on voit qu'ils sont en train d'encercler le Burkina Faso, et ça fait peur à quelques mois des élections. Alors, Lagui Bama, on va regarder un peu ce que dit le parti au pouvoir. Simon Compaoré à la limite fait un one-man show par rapport à cette question et d'autres questions. Il a dit qu'organiser des élections aux dates prescrites, c'est réaffirmer la souveraineté du Burkina Faso sur l'ensemble du territoire national et donner carte blanche aux nouveaux élus
pour poursuivre le combat salvateur contre le terrorisme et la Covid-19. Organiser des élections, c'est amener le peuple burkinabé à prendre son destin à main et à poursuivre l'amélioration de ses conditions de vie. Et puis également, organiser ces élections, c'est dire non à la capitulation face au terrorisme et à la Covid-19. Également, c'est renforcer la culture démocratique entamée avec les élections de 2015, c'est respecter la Constitution, notre loi fondamentale. Un ensemble de choses, question d'égalité, question institutionnelle, question de souveraineté, question aussi de résilience vis-à-vis aussi du terrorisme. Oui, c'est juste. Le président du parti au pouvoir, il a raison. Moi, je l'ai écouté avec beaucoup d'attention. J'étais vraiment content de son développement. Sauf qu'il s'est arrêté en cours de route. Il n'est pas arrivé jusqu'au bout. Moi, je le voyais en train de nous dire, puisqu'on est tous d'accord, il faut bien que les élections aient lieu. Il ne faut pas qu'on ait cette situation de vide institutionnelle dont Ali parlait tantôt. On est tous d'accord dessus, personne ne peut le nier. Et Simon, il en est bien conscient, nous tous on le veut. Là où moi je l'attendais et où il n'est pas arrivé, c'était comme elle allait nous dire, d'ici les élections, comment elle allait sécuriser tout le pays pour que les élections puissent avoir effectivement lieu. Malheureusement, à ce niveau, il n'a pas pipé mot. Et c'est là où moi j'étais déçu. Parce que, c'est vrai, il faut bien tenir les élections. Mais aussi, quelle élection? On ne veut pas n'importe quelle élection aussi. On ne veut pas un président qui serait élu par peut-être 3 Burkinabés sur 10. Même pas 5 Burkinabés sur 10. À la limite, le minimum, au moins 8 sur 10 ou 9 sur 10, on peut accepter. Mais on ne peut pas des élections où, comme Ali l'a dit, moi je n'avais pas encore ces statistiques-là, si jusqu'à 5 régions, c'est ça? Ou bien c'est 6? Sur les 13... Dans la province de l'Est, il y a 3 provinces. Oui. Dans la région de l'Est plutôt, il y a 3 provinces qui ne peuvent pas être... Voilà. Je me demande, les députés de ces provinces, comment ils seront élus? S'il n'y a pas d'élection dans ces localités, on élit les députés comment? Donc, c'est vrai, on veut les élections, mais le parti au pouvoir devait nous donner les garanties que, c'est vrai, ils tiennent à tenir les élections à bonne date, mais ils prennent aussi des dispositions pour que les élections-là soient des vraies élections, des élections qui vont donner l'occasion à tous les Burkinabés de pouvoir s'exprimer. Parce que, comme on l'a dit, c'est le suffrage universel. Il n'est pas question de donner de l'organisation sur une partie congrue du territoire national. On ne peut pas accepter ça. Ce ne serait pas aussi un président légitime qui serait élu aussi. Voilà tout le problème qui est posé. Et moi, j'attendais vraiment le président du parti au pouvoir sur ce terrain-là, comment ils allaient s'organiser pour que tous ces grandes parts du territoire qui nous échappent aujourd'hui allaient revenir dans le giron du Burkina et que tous ces Burkinabés puissent prendre part effectivement aux élections. Malheureusement, il n'a rien dit à ce niveau et c'est là où moi je suis dessus. Merci Baba. Alors, Évariste Konsebo, quand on suit un peu, l'Église dit l'idéal en cela serait alors de pouvoir organiser ces élections sur tout le territoire national et d'assurer la pleine participation de toutes les populations, où qu'elles soient, afin de garantir au président élu la pleine légitimité et donner à toutes les provinces d'être représentées à l'Assemblée nationale. Est-ce qu'aujourd'hui, ce qui est dit, l'Église dit bien sûr l'idéal, les évêques disent l'idéal, est-ce que dans la réalité, cet idéal-là, il peut être vraiment atteint quand déjà ça commence avec des provinces où on ne peut pas inscrire des gens, même au Sahel déjà? Non, c'est vrai que j'ai lu un peu le communiqué, mais c'est vrai qu'il est difficile. L'Église ne dit pas qu'il faut aller, qu'il ne faut pas aller. L'Église analyse la situation froidement. C'est vrai qu'une situation idéale, oui, mais nous sommes loin de réunir les conditions de cette situation-là. Et dans le communiqué, le même communiqué reconnaît et pose la problématique de la sécurisation du processus et des électeurs. C'est ça en même temps. Donc, c'est ça. Mais bon, la position, en fait, c'est l'Église, en fait, met les acteurs devant les faits. Maintenant, c'est vrai que les autres cas, les autres partis, l'ONA, on connaît la position, PDP, PRI, là, on connaît la position. C'est la position, en fait, du MPP qui est quand même un peu très étonnant. Quand on dit que forcément il faut tenir ces élections parce que ça participe au renforcement de la culture démocratique sans regarder la situation actuelle, moi ça me fait sourire parce que, à contrario, on a vu l'histoire de l'article 37. Le référendum est un instrument éminemment démocratique parce que ça consulte le peuple. Mais on a vu que les conditions ne permettaient pas d'avoir le résultat qu'il fallait et nous tous on était contre. Et je pense que même M. Compaoré à l'époque aussi
il était contre la tenue donc, d'un instrument démocratique. Donc, je vois le parallèle, hein, mais si par exemple on se retrouve dans une situation pareille où les conditions ne sont pas réunies, il faut alors trouver une formule intelligente pour continuer. Donc, Simon Compaoré dit par exemple qu'organiser des élections aux dates précises, c'est réaffirmer la souveraineté du Burkina Faso sur l'ensemble du territoire national. Non, c'est là où il se trompe encore, parce que réaffirmer la souveraineté du Burkina Faso, des autorités sur le pays, l'étendue du territoire, c'est de chasser d'abord les occupants qui ont traversé les frontières et qui sont rentrés dans notre territoire et qui martyrisent, qui endeuillent les populations. C'est ça l'affirmation. Parce que quand on regarde... Ils ont eu 5 ans pour le faire. Quand on regarde, réaffirmer la souveraineté ici, tout de suite on voit que c'est plutôt les élections qui vont permettre donc réaffirmer, alors que nous sommes peut-être dans une condition où on pense que c'est plutôt la sécurité qui va réaffirmer cette souveraineté. Non, et Simon le sait très bien. Il ne faut pas croire qu'il ne le sait pas, il le sait très bien. Seulement, lui, il est dans une logique politicienne, il veut un objectif. Et bon, il compte sur, l'inculture de la grande masse. Il veut jouer sur ça pour pouvoir faire avaliser sa thèse. Sinon, il sait très bien qu'il n'y a pas meilleure façon de réaffirmer la souveraineté de ce pays que de remettre toutes les parties de ce pays sous le contrôle de l'État. Il n'y a pas plus que ça. L'élection, d'ailleurs, quand on connaît ce qui se passe en termes d'élection dans nos pays africains, que représente réellement une élection en Afrique. On sait à l'avance souvent ce que valent nos élections ici. Donc, comme il a très bien dit, c'est d'abord s'ils sont vraiment concernés par cette question de souveraineté, je ne sais pas tout ce qu'il a cité là, tout ce long chapelet là, c'est d'abord commencer par la culture démocratique, voilà, la souveraineté. Commencer par sécuriser le pays d'abord. S'ils ont choisi à ce niveau-là, ce n'est pas à travers un simulacre d'élection qu'ils vont réaffirmer cette souveraineté. Je suis désolé. Parfait, Silka. On attendait quand même la sortie du parti au pouvoir pour mieux sous-peser cette question de ce débat. Et le parti au pouvoir a fait une sortie. Alors, on a remarqué Simon Compaoré qui est sorti pratiquement lui seul face à la presse pour faire ce grand oral-là. Je dirais d'abord, premier élément, que si les élections ne se tiennent pas, ce sera la victoire des terroristes sur le Burkina Faso. Premier élément. Deuxième élément, si nous devons attendre d'avoir une sécurité tout à fait parfaite pour tous les Burkinabés, nous n'aurons jamais d'élection. Et une élection ne peut se tenir, une élection ne s'est jamais tenue dans ces conditions, dans les pays qu'on connaît là, parce qu'on est arrivé à avoir une sécurité parfaite pour toute la population. Troisième élément, si vous regardez les statistiques des élections au Burkina Faso, on a toujours remarqué que c'est toujours je ne dirais même pas une minorité, c'est une portion congrue des électeurs qui se déplacent le jour des élections. C'est-à-dire que la dernière élection en 2016, peut-être sur 7-8 millions d'électeurs possibles, il n'y a que 1,5 million d'électeurs qui se sont déplacés. Mais parfait, c'est que... Non, laissez-moi... Est-ce que là, ce n'est pas un comportement électoral qui n'est pas à faire avec un contexte électoral? C'est différent. J'ai donné 2 éléments avant de parler de ce troisième élément, qui est le rapport entre les électeurs qui se déplacent et le nombre total d'électeurs. Donc, moi, je crois que si on prend les choses là, regardons les choses là en face, dans 5 mois, nous espérons tous que le gouvernement, que l'État burkinabé va travailler à assurer la sécurité de tous les Burkinabés, à assurer le processus électoral pour que les électeurs, d'abord pour que la CENI puisse se déplacer pour l'enrôlement, ensuite pour sécuriser le processus électoral, pour sécuriser le jour des élections. Nous espérons tous que dans 5 mois, les choses vont avancer. Véritablement. Alors, maintenant, une question très rapidement. Oui. Dans 5 mois, nous avons 5 mois pour 4 années et demie passées derrière. Est-ce qu'on pense que la balance peut se rééquilibrer ou même être favorable en 5 mois, quand on regarde un peu le cours, la courbe en fait, des attaques et de la situation sécuritaire? Est-ce qu'en 5 mois, il est possible d'espérer que tout ça change du coup? Non. Pour qu'on aille à des élections dans un environnement... Celui qui dit que dans 5 mois, les choses vont être parfaites et être mieux que ce qu'on a vu en 4 ans, ce serait être démagogique. Mais je dis qu'en 5 mois, on peut avoir des acquis dans la sécurité. Et donc, si on est optimiste pour l'avenir de ce pays-là, c'est de dire que les élections doivent se tenir. Parce que si les élections ne se tiennent pas,
ce qu'on va avoir comme coût va dépasser 2-3 fois le coût actuel des élections. C'est-à-dire l'instabilité institutionnelle. Le coût de l'instabilité institutionnelle là, va dépasser 2 à 3 fois le coût, les 100 milliards comme budget de la CENI. Donc pour moi, l'élection, elle est très importante et ce serait la victoire de tous les Burkinabés sur ceux qui sont en train d'attaquer ce pays. Faux, parce que l'argument de la faiblesse du taux de participation pour dire que même avec 10 000 électeurs, on peut y aller, ça ne tient pas. Parce que c'est vrai qu'on avait fait des études pour comprendre la faiblesse du taux de participation. Les raisons étaient autres que des motifs sécuritaires. Si vous empêchez des gens... Je n'ai pas lié, j'ai dit, je n'ai pas lié ça au non, ce n'est pas vous, mais beaucoup de gens utilisent cet argument-là pour dire que est-ce que même... ça voudrait dire que par le passé, il y avait un taux de participation assez faible et que l'élection était validée et qu'aujourd'hui, on pourrait se contenter d'une portion également d'électeurs et puis valider l'élection? C'est ce que ça voudrait dire? Non, faites le point vous-même. C'est-à-dire qu'avant la situation sécuritaire, on avait une situation tout à fait normale où il y a 1,5 million d'électeurs qui validaient le président du Faso, qui validaient l'élection du président du Faso, sur peut-être 7 ou 8 millions d'habitants, 7 ou 8 millions d'électeurs. Aujourd'hui, on a une situation sécuritaire qui fait que certainement, il y aura moins d'électeurs qui vont se présenter, mais je crois que le plus important, c'est de regarder les Burkinabés qui vont se déplacer. Alors, oui. Parfait, Sylvain. Pour terminer sur ce sujet, Oui. est-ce que le contexte et le comportement des électeurs sont à mettre en parallèle? Parce que là, dans le passé, c'est le comportement des électeurs. Il y avait un contexte sécuritaire qui était positif et les gens allaient, mais soit ils allaient ou ils n'allaient pas. C'était leur comportement. Maintenant, là, on a un contexte sécuritaire qui ne permet même pas d'être peut-être dans des conditions d'espérer des élections en tranquillité. Est-ce qu'on peut confondre les deux choses? Non, je ne parle pas de confondre les deux choses. Je rappelle que quand les électeurs, quand on était dans une situation normale, il y a une portion congrue des électeurs qui se présentaient ce jour. Maintenant, avec la situation, c'est-à-dire quand on regarde la manière dont certains partis défendent la non-tenue des élections, c'est tout simplement par calcul. Parce que voilà des gens qui ne peuvent pas avoir grand-chose, dont les femmes même, dont les épouses même ne vont même pas les voter le jour des élections, Merci, mais qui demandent qu'il n'y ait pas d'élection. D'accord. Voilà, c'est ça le problème. Jusqu'à reviens à toi, Évariste. Jusqu'à présent, j'écoutais très bien, parfait. J'écoutais ces développements. Mais il me fait rire quand il parle de ça. Tout le monde sait très bien pourquoi est-ce que le MPP aussi veut organiser les élections. C'est de les organiser à Ouagadougou, dans quelques villes où ils sont là pour pouvoir gagner les élections. On le sait. S'il y a les grands fraudeurs, c'est bien eux. Donc de ce côté, il n'y a pas de souci. Le problème ici, c'est qu'il y a une partie de notre territoire qui n'est pas sous le contrôle de l'État central. Qu'est-ce qu'on fait? Même s'il y avait sur un potentiel de 9 millions d'électeurs, même s'il y avait 1 million de gens qui se déplaçaient aux urnes, ils se déplaçaient, tout le territoire était sous le contrôle de l'État. Il n'y avait pas une question de sécurité ou d'insécurité. C'est des gens qui ne voulaient pas aller voter. Mais ici, on ne peut même pas aller voter. Quand bien même ils voudraient Même le s'ils faire. voulaient aller voter, ils ne peuvent même pas aller voter. Le président de la CENI se déplace à Djibo, à Dori, dans des véhicules blindés de l'État. En hélicoptère, il faut dire Oui, plutôt. dans le véhicule Voilà, blindé, avec toute l'armée avec lui. Je ne suis pas sûr si vous, parfait, vous pouvez aller au-delà à Barsalero avec votre voiture. Vous ne pouvez pas. Même le président de la CENI, qui est le responsable de l'organisation des élections, il va protéger. Peut-on tenir des meetings là-bas? Peut-on organiser des bureaux de vote dans cet endroit? C'est vous dire tout simplement que pendant 4 ans, on a passé le temps, au lieu de travailler à sécuriser le pays, on a passé le temps à chercher des boucs émissaires. Et aujourd'hui, nous sommes dans une situation inconfortable, c'est vrai. Évariste? On risque, je termine s'il vous plaît, D'accord. c'est vrai, on risque de nous retrouver dans une situation institutionnelle inconfortable, c'est le cri de cœur du clergé, on comprend bien, mais le responsable de cette situation, c'est le MPP, et normalement, s'ils sont sérieux, ils devaient en tirer les conséquences. Merci. Évariste, vous voulez réagir? Il ne veut pas le reconnaître, mais en fait, c'est l'argument fondé sur la faiblesse du taux de participation pour dire, voilà, le nombre d'électeurs ne compte pas, parce que même dans le passé, on sait que le taux d'abstention au Burkina, ça vaut les 3 millions, hein, c'est très élevé. Mais on a eu des études avec des institutions pour connaître les motivations de ces votes, mais ce n'était pas sécuritaire, c'était volontaire. Et c'était aussi un dépit que les électeurs exprimaient, il y a tout ça. Donc, moi, je pose quand même des questions. Hein. Bon. Parce que vous voulez ajouter Je crois qu'il ne faut pas se laisser
aller dans le jeu de parfait et puis de Simon et compagnie, on voit très bien ce qu'ils veulent. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est quoi? C'est de rabaisser le débat à un niveau tel que voilà, ce soit des petites discussions entre petits gens, et puis bon, on va passer dessus, et puis bon, sinon, quand on veut être sérieux, on ne pose pas le débat à ces thèmes-là. C'est clair. Mais est-ce que quand, parce par qu'aujourd'hui, quand Parfait dit que on espère, c'est comme ça qu'on a espéré qu'on est là aujourd'hui. La CENI, avant qu'on ait commencé cette histoire d'enrôlement, on avait dit qu'on avait espéré que tout allait bien se passer. Aujourd'hui, il y a combien de problèmes où on n'a pas pu faire d'enrôlement? On va rester dans cette espérance-là, et puis venir encore nous dire que non, voilà, on espérait que ça allait bien se passer. Malheureusement, bon, contentons de ce qu'on a pu faire, et puis bon, voilà, on avance. Non. Je n'ai pas dit que quelqu'un n'a pas. Je n'ai jamais dit que quelqu'un n'est pas sérieux sur ce plateau. Donc, moi, je veux débat poser à ces thèmes-là, c'est pas du tout sérieux. On ne peut pas poser un débat sérieux à ces thèmes-là. Voilà. C'est que parce que les gens n'ont pas les voter, qui peuvent. Non. C'est pas comme ça qu'on pose ce débat. D'accord. Le débat est beaucoup plus sérieux que ça. La question, Lagui. Et tous ceux qui disent qu'il faut réunir les conditions pour avoir de bonnes élections, c'est pas, moi je ne suis pas candidat à ces élections-là. Je pense. J'ai pas besoin que ma femme me vote. Pourquoi on doit pouvoir me dire que non, parce que je n'ai pas une femme qui peut me voter que je Lagui, je pense que c'est que chose parfaite, Sylga dit, certaines personnes aussi le disent. C'est-à-dire que si les élections ne peuvent pas se tenir sur l'ensemble du territoire, mais le fait de le souci d'éviter une crise institutionnelle peut nous amener à nous contenter d'un électorat qui n'est pas aussi national, immense, mais tenir les élections. C'est un argument, c'est pas... Je dirais... Et quand il le dit... Parce que certains ont parlé... Lookman, non, cet argument-là... Je pense qu'il faut savoir distribuer la parole sur ce plateau. Je dis très bien la parole ici, tu as eu la parole. Ce que je voulais dire, c'est que la question a été débattue et il y a le juriste Amadou Traoré qui a fait une publication sur ça, sur la question du droit du suffrage universel, parce que c'est le débat du suffrage universel. Est-ce que quand tout le monde ne vote pas sur toute l'étendue du territoire, alors on est en violation du suffrage universel? Je crois que la question ici, c'est un peu ça. Est-ce que dans des conditions sécuritaires comme les nôtres, est-ce qu'on ne peut pas tenir des élections malgré le nombre, le poids électoral, le poids du corps électoral? Oui. Si vous regardez, vous connaissez peut-être mieux le code électoral que moi, mais le code électoral, en tout cas aujourd'hui, ne dit pas qu'une élection est jugée crédible, indépendante, parce qu'on a un nombre, il n'y a pas un nombre précis qui est déterminé pour dire que telle élection est jugée, que le président du Faso est légitime et légal. Pour le moment, il n'y a pas cette disposition. Donc, ceux qui disent aujourd'hui qu'il faut avoir une sécurité maximale avant d'arriver à une élection, moi je leur dirais, donnez-nous un autre scénario. Ceux qui disent qu'il n'y a pas... L'autre scénario que tout le monde connaît, c'est une transition. C'est ça qui est le problème. Non, c'est le scénario que tout le monde arrive. Il y a un autre scénario où Roch rend sa démission et puis ça va. Dans aucun code électoral, on détermine une proportion à partir de laquelle on dit que l'élection est valable. Il n'y en a pas. Et du reste, le vote, ce n'est pas une obligation. Donc, ce qu'on demande à l'État, c'est de créer les conditions nécessaires et utiles pour que tous les Burkinabés qui sont à la fois électeurs et éligibles puissent aller en toute sécurité. Du coup, la question de sécurité, c'est moins dans le taux de participation que les conditions, le contexte, que les gens puissent, par exemple, faire campagne, que les candidats puissent faire campagne, que toutes les provinces puissent présenter des candidats à l'Assemblée nationale. Je crois que c'est ça. Je crois que pour faire beaucoup plus sérieux, il faut quand même que Simon Compaoré, président du MPP, se prenne au sérieux et prenne les Burkinabés au sérieux. Notre pays va mal, tout le monde le sait. C'est d'engager des discussions claires avec l'ensemble des acteurs politiques de ce pays et de trouver une solution à ça. Mais vouloir noyer le poisson, on ne va pas être d'accord avec ça. D'accord. Alors, je vous pose une autre question. Penser qu'on n'est pas au courant de ce qui se passe, non, alors, on sait. Ils ont pris le pouvoir en jurant de maintenir l'intégrité et l'intégralité du territoire national. D'accord. Ils ne le font pas. Merci Ali. Ça, c'est des je vais vous poser une question en rapport avec ça. Est-ce que, je m'appuie toujours sur l'écrit du juriste analyste Amadou Traoré qui a proposé, et certaines autres personnes aussi ont repris un peu cette idée. Est-ce qu'il est possible aujourd'hui de parler de tenir les élections présidentielles et de reporter des élections législatives parce que dans les provinces, il n'est pas possible, par exemple, d'organiser ces élections-là?
par exemple, c'est une option que la classe politique peut étudier parce que il faut aussi indiquer une chose, c'est-à-dire que dans tout le travail de la CENI, il faut qu'elle puisse tenir compte des avis de la classe politique. Moi, je dis que c'est une option par exemple, que la classe politique peut très bien étudier et puis voir dans quelle mesure les choses... Parce qu'évidemment, le Burkina a déjà connu, il y a une expérience comme ça par le passé. Il y a un problème qui est posé. Il y a forcément des provinces aujourd'hui où, d'abord, il n'y aura pas d'enrôlement. Mais c'est vrai qu'il y aura, il y a un fichier électoral, il y aura un fichier électoral dans ces provinces. Mais est-ce que les électeurs pourront se déplacer le jour des votes? Donc, c'est-à-dire que le problème de ces députés-là sera posé. Non, pour la question pour le report, pour le décalage en fait des élections législatives et présidentielles, pour les législatives, la Constitution le permet. On peut faire un report jusqu'à 1 année, je pense. Mais en revanche, le problème se pose pour la présidentielle. Bon, lui-même, il vient de se poser des questions. Est-ce qu'il est possible que les électeurs puissent se déployer sur toute l'étendue du territoire pour accomplir leurs devoirs? C'est des questions. Et les gens, au regard de la situation actuelle, voit très bien que c'est difficile. Donc, si on doit coûte que coûte tenir la présidentielle, il va falloir donc sécuriser d'abord tout le processus. D'abord, pour tenir il faut sécuriser. C'est ça l'idéal. Mais si on se trouve dans une situation où on ne peut pas sécuriser, il faudra que le parti au pouvoir le dise clairement. Nous avons failli, nous n'avons pas pu sécuriser l'ensemble du territoire national. Qu'est-ce qu'on fait? En ce moment, le débat est ouvert. Et on discute des conditions pour que le pays ne se retrouve pas dans un vide institutionnel. Mais vouloir tromper la vigilance des gens, faire croire qu'on est con et qu'on ne suit pas, ça, c'est pas acceptable et ça va pas passer. Mais je crois que le parti au pouvoir aussi... Non, mais quand Simon parle... Quand on regarde la réaction du président du parti au pouvoir, il n'a pas dit autre chose que oui, mais quand il dit... Eux aussi, ils feront tout. Donc, ils sont dans l'optimisme. C'est pas ce qu'il dit. Quand il dit tenir les élections, c'est ceci, tenir les élections, c'est ceci. Bah, attends. C'est pas ça seulement tenir les élections. Quand on ne peut pas aller à Dori, il ne parle pas de ça. Mais est-ce qu'il revient au parti au pouvoir? C'est à la CENI, de constater qu'elle ne peut pas organiser les élections et de référer au gouvernement maintenant. Mais il faut que le gouvernement sécurise le pays. Moi, j'ai dit tout à l'heure que le président de la CENI s'est déplacé. Mais le président de la CENI dit qu'on peut tenir les élections. Qu'est-ce que le gouvernement va dire donc? Non, mais si le président de la CENI dit qu'on peut tenir les élections, mais on va le tenir sur l'ensemble de tout le territoire national, il ne sera pas question de tenir les élections à Ouagadougou, à Ouaga 2000 et puis parti. Si le président de la CENI dit qu'on peut tenir les élections, c'est sur l'ensemble du territoire national. Dans tous les hameaux de culture où il y a des Burkinabés, il va falloir déposer des urnes et puis sécuriser les votants comme les urnes. D'accord. C'est tout. C'est ce que le président de la CENI dit. Pour terminer sur ce sujet, possibilité par exemple de prolonger le mandat des députés d'une année comme la Constitution le permet et faire tout pour tenir la présidentielle qui est plutôt... dont la circonscription est nationale, alors que par exemple, les législatives, la circonscription est provinciale. Non, sur ce point, je suis d'accord, au moins sur ce point, elle est parfait. Si la classe politique parvient à trouver un consensus sur la question, pourquoi pas? C'est une question de consensus. Maintenant, il n'est pas question que quelqu'un se lève de façon solitaire, décréter lui sa position, que c'est ça qui est la bonne, tout en sachant que ça ne peut pas faire l'affaire de tout le monde et puis vouloir l'imposer à tout le monde comme ça. C'est pas ça qui est la démocratie aussi. Si on parvient à ce consensus-là, qu'on trouve que, bon, par rapport à telle situation, on doit faire des réaménagements, si que tout le monde est d'accord, pourquoi pas? Maintenant, c'est cette façon de vouloir ruser avec les gens, tout en nous disant que non, on est en train de lutter contre le terrorisme, on gagne des victoires sur les terroristes, pendant que la réalité est là sur le terrain, tout le monde voit, on est en train de reculer, tout le pays est en train de partir, on nous fait croire que tout va bien. J'ai dit non. Soyez sérieux plus que ça. Je crois que Baba a trouvé le verbe. Merci à vous. Peut-être juste pour préciser que... Au début, ici, on a parlé de l'Église. Disons que c'est la conférence épiscopale Burkina-Niger. Voilà, pour être plus précis dans cette information. Merci à vous. On évoque là le sujet qui parle du sondage donc, du Présimètre. Le sondage Présimètre, c'est un mécanisme d'évaluation de la mise en œuvre du programme du président, de ses engagements et on va dire la perception des populations, le sentiment des populations par rapport à ce programme de gouvernement. Alors, le sondage de ce mois-là, 2506 personnes ont été sondées. Le président Kaboré s'en tire avec 4,53 sur 10. Voilà, sur 10. C'est un sondage donc, du CGD, Centre pour la gouvernance démocratique. Alors,
vous avez un peu regardé les tendances qui ont été dégagées. Alors, la note du président, apparemment, a dégringolé par fait Silga. Il était de 4,75, ainsi de suite. Aujourd'hui, on est à 4,53, à 5 mois des élections. Est-ce que ça voudrait dire qu'il faut... Certains ont dit que si c'était en classe, il redoublait. Non, mais la note là se comprend. Hein, parce que moi, je dirais que c'est même une très bonne note quand vous regardez. Quand vous regardez la situation, quand vous regardez comment les choses se présentent dans ce pays, c'est tout à fait normal qu'il y ait cette perception. Donc, moi, je dirais qu'effectivement, si on était en classe, il allait redoubler, mais il faut regarder tout le contexte dans lequel se passe ce sondage. Oui. Et puis quand on regarde, voilà, parce que je pense qu'il y a un certain nombre de domaines qui sont énumérés. On prend des domaines et puis on demande au Burkinabé de se prononcer. Évidemment, aujourd'hui, vous savez que la sécurité, c'est la première chose qu'il faut avoir dans un pays. Si vous n'avez pas de sécurité, vous ne pouvez pas aller au travail, vous ne pouvez pas aller cultiver, vous ne pouvez pas aller dans une mine, vous ne pouvez pas aller dans votre champ. Voilà. Voilà. Donc, voilà, ce sont des éléments qui sont nécessaires. Et quand on se retrouve dans une situation comme ça, vous avez effectivement la sécurité va être vraiment mise en avant par rapport aux autres éléments où il peut y avoir des acquis dans un certain nombre de domaines. Mais quand la sécurité est mise à mal dans un certain nombre de régions, moi je trouve que c'est tout à fait normal qu'on puisse avoir une note comme ça. Alors, quand on regarde domaine par domaine, il n'y a pas que des domaines qui sont impactés peut-être forcément par la sécurité. Si on prend le domaine, par exemple, des délestages ou du dialogue avec les syndicats, on a 16% qui sont satisfaits de l'action du gouvernement. Et la lutte contre la vie chère, 13% qui sont satisfaits, 81% qui ne sont pas satisfaits. Est-ce que la vie chère et le dialogue, par exemple, sont liés à la sécurité? Oui, quand vous regardez aussi ce qu'on a eu comme situation nationale, c'est-à-dire les grèves et tous les problèmes, en tout cas au niveau social, mais vous pouvez tout à fait être d'accord avec ces résultats, parce qu'il y a eu un certain nombre de mouvements sociaux qui ont fait que dans un certain nombre de secteurs, il y avait toujours des problèmes. Et ça, je veux dire qu'au niveau de l'administration, comme au niveau des populations, tout simplement, on le ressentait. Et donc, quand les gens disent qu'ils ne sont pas satisfaits des relations, du dialogue social au Burkina Faso, c'est tout à fait juste. Donc, moi, je sais que dans un certain nombre de domaines, il y a eu peut-être des acquis, mais au regard d'un certain nombre de points dans le contexte-là, bon, cette note-là se comprend tout à fait. Là, vraiment, on regarde un peu la gestion de la Covid-19. 37% sont satisfaits contre 50%. Les délestages, donc l'électricité, 27% sont satisfaits contre 58%. La menace terroriste, 21% sont satisfaits contre 78%. La sécurité générale du pays, 18%, 4 sont satisfaits contre 79,7% qui ne sont pas satisfaits. Dialogue avec les syndicats, 16% sont satisfaits contre 52%. La lutte contre la vie chère, 13% contre 83%. Quand on regarde, à part la gestion de la Covid-19, tous les secteurs qui sont des secteurs, j'allais dire, classiques, des secteurs ordinaires, il y a moins de 25%, on va dire comme ça, moins de 30% en tout cas, de satisfaction. Bama? Je sais pas. Non, en fait, c'est parfait qui me fait sourire parce que j'aurais voulu l'entendre dire que à cause de ce même contexte, on ne peut pas aussi organiser les élections. Ce même contexte qu'il évoque pour expliquer ce score. Et d'ailleurs, moi, je trouve que ce score il est trop complaisant. Ce n'est pas la vraie note du président comme ça. Ce monsieur, on devait le noter plus rigoureusement. Il n'a pas plus de 1,50 sur 10. Soyons plus sérieux. Il n'a pas les 4 qu'on lui donne là, il n'a pas ça. Voilà la réalité. Ça dit que c'est trop facile de venir aujourd'hui évoquer un certain contexte national pour justifier cet échec-là. Quand on a commencé au tout début, quand le terrorisme a commencé, on nous a dit non, on mettra tout en œuvre pour sécuriser le pays, que le pouvoir a tous les ressorts nécessaires pour faire face à cette situation.
Quand on était aux 100 jours du président Kaboré, quand on a voulu dire non, voilà, il y a tel choses qui ne vont pas, on nous a dit non, vous êtes trop pressés, attendez quand même, voyons le monsieur à l'œuvre, le terrorisme est déjà là. Mais aujourd'hui, on vient nous évoquer ce contexte en oubliant ce qu'on n'a pas fait pour que ce contexte ne soit pas comme ça. En oubliant qu'au tout départ, on n'a pas pris les bonnes décisions, on n'a pas nommé les bonnes personnes. Quand le président vient au pouvoir, il commence par nommer son directeur de cabinet, qui est un monsieur que même le régime CDP, que tout le monde a vomi, avait chassé, la première personne qu'il nomme à ses côtés. Il nomme un gouvernement où c'est des gens carrément, je ne sais pas, détestés de tout le monde, vomis de tout le monde, qui nomment à des postes stratégiques, qui viennent, qui demandent qu'ils n'avaient pas le profil du métier. Aujourd'hui, on ne parle pas de tout ça, on vient nous présenter un contexte sécuritaire pour justifier l'échec. Mais soyons plus sérieux que ça. Soyons plus rigoureux que ça dans l'analyse. Hein? Qu'est-ce qu'on a fait pour éviter tout ça? Quelle gouvernance sérieuse on a mis en place, ce président, quand il est arrivé? Qu'est-ce qu'il a fait? Moi, toi, tu parles de choses, de vie chère. Ça encore, il peut... Mais la corruption, la lutte contre la corruption. Oui, qu'est-ce qu'il a fait? Quand on regarde ce régime depuis qu'il est là, quel acte concret a été posé par le président comme acte qu'on peut retenir de sa gouvernance dans la lutte contre la corruption? Les scandales de pillage de fonds qu'on a toujours présentés dans la presse, qu'est-ce qui a été fait? On nous a toujours dit non, il n'y a pas de poursuite judiciaire, il n'y a pas ci, il n'y a pas ça. Aujourd'hui, la réalité est là. Mais alors, est-ce que les 4,53% ne reprennent pas quand même l'effort du président? On ne va pas dire que le gouvernement quand même n'a rien fait du tout, que tout est négatif. Il y a quand même quelque chose qui fait que... On ne dit pas ça. Parce que les populations continuent... Aujourd'hui, en termes de bilan, moi j'attendais les gens du pouvoir à ce niveau. En termes de bilan, 6 mois, il ne fait pas cas de ça. Sur le plan de la lutte contre le terrorisme, les acquis qu'on peut présenter, c'est quoi? Par rapport au tout début. On n'a fait que reculer. On n'a fait que perdre du terrain. Aujourd'hui, on ne voit pas tout ça. On dit non, il y a un contexte qui est là, on ne peut rien, comme si c'était une fatalité. Des pays ont vécu pire que ça, mais ils s'en sont sortis. Tout simplement parce qu'ils ont voulu s'en sortir. Mais quand on vient ici, c'est des gens qui sont là pour piller les maigres ressources de l'État, pour se construire des châteaux partout, et puis voilà. C'est tout ce que les gens savent faire ici. Merci. Quand on fait ça, on ne peut pas venir dire aujourd'hui que c'est un contexte national qui a été à la base de... Évariste Konsebo, cette note du président, on va remarquer que quand on essaie de désagréger un peu les 4,53, on a en zone urbaine 4,41 et en zone rurale 4,57. Alors, même en zone rurale, habituellement, on dit que ce sont des gens qui sont plutôt légitimistes, qui sont plutôt ceux qui sont les grands électeurs, qui ne comprennent rien, ils sont ignorants, mais cette fois-ci, apparemment, les choses ne semblent pas aller dans cette optique-là. C'est vrai que les gens qui sont dans les zones rurales, mais c'est le contexte en fait qu'ils vivent les réalités. Or, les réalités se sont beaucoup endurcies, c'est devenu plus difficile. Donc, ce n'est pas une question d'être intelligent ou de faire l'école, ne pas faire l'école. Quand tu te retrouves dans des situations où il y a beaucoup de difficultés, beaucoup de contraintes, ben là, tu les vis et c'est concret. En ce moment, je pense qu'ils ont un ressentiment quand même qui reflète un peu... ça, c'est la réalité, en fait. Et ça, c'est lié à l'environnement dans lequel ils vivent, qui s'est dégradé. Et c'est vrai qu'il faut... Moi, j'étais tenté au début de dire que même 4-5 ans, vous voyez, c'est 4-5, si on arrondit, ça peut faire 5 ans. Bon. Mais moi, j'étais toujours tenté de dire qu'au début, que même n'importe quel gouvernement, dans une situation même normale, aurait eu les mêmes griefs lors d'un sondage. Mais là, encore, ce qui est encore déplorable, c'est que non seulement il y a la question de sécurité qui est venue vraiment, parce que ça touche à tout, qui est venu encore tout compliqué, mais dans ce contexte, c'est maintenant l'intelligence des hommes à travers la gouvernance. C'est ça qui devait permettre de limiter les dégâts. Or, quand on regarde sous cet angle, il y a matière quand même. Quand on parle par exemple des nominations fondées sur les proximités, bon, vous voulez qu'on fasse quoi? Ça demande une réforme en profondeur. Quand on parle de l'inadéquation entre le système éducatif et le marché de l'emploi, il ne suffit pas de le dire et puis ça y est, c'est un travail de profondeur qu'il faut faire. Tout devait d'abord, je pense bien, puisque en fait le sondage a porté sur les engagements, les principaux engagements, auxquels il devait réformer l'administration. Parce que dans des pays sous-développés, comme au Burkina ou même ailleurs, l'administration, c'est le bras armé pour exécuter. Or, on n'a pas pu faire bouger ça. Donc, même si on n'avait pas des questions de sécurité autres là, même la lutte contre la corruption dont Obama a fait son cheval de bataille qui en parle, ça ne peut pas bouger. Parce que il faut réformer, même l'armée, bon, ça faisait partie de ses engagements. Quand il dit qu'il veut améliorer, réformer, mais comment on réforme l'armée?
On n'a pas pu bouger. Donc, et tout ça, ça impacte la gestion sécuritaire. Tout ça, c'est lié, il faut réformer. On n'a pas pu, l'administration, on n'a pas pu. Et finalement, vous n'avez pas eu les moyens de changer quoi que ce soit dans l'environnement. Et pire encore, c'est qu'on se retrouve avec d'autres problèmes qui n'existaient pas, qui sont venus. Je crois que, Ali, au tout début du mandat du président Roch Marc Christian Kaboré, cette question a été posée et débattue sur ce plateau. À l'époque, on était tous unanimes. Je me souviens que c'était Lionel Bilgo qui avait sorti cette question pour dire qu'en fait, le mandat du président Roch Marc Christian Kaboré, ce n'est pas un mandat axé sur des bilans physiques. Il fallait qu'il essaie de travailler à recoudre le tissu social qui a pris un grand coup lorsque le président Compaoré a voulu modifier l'article 37. Et dans la lutte contre cette modification de l'article 37, beaucoup de choses se sont passées, même au détriment de notre pays. Parfait chose, Faustin parle de l'armée. On sait très bien aujourd'hui comment cette armée s'est comportée. Les 30 et 31 octobre, on sait, tout le monde sait aujourd'hui, c'est un secret de polichinelle. La réorganisation du pays, les fondamentaux, le dialogue social. On a vu récemment la grève des financiers. Lorsque, je crois, une stagiaire a voulu travailler et que d'autres travailleurs sont venus la molester, après on a vu que les travailleurs se sont entendus entre eux. Mais ça n'a pas empêché le gouvernement de prononcer des licenciements. Ça veut dire que le gouvernement lui-même n'est pas à l'écoute de ce qui se passe sur le terrain. Peut-être qu'on aurait donné à ces gens-là qui ont molesté quelqu'un qui travaille, on aurait dû donner des avertissements, quelques trucs, mais on allait avec quelque chose de très fort. Il n'y a pas que ça, il y a les débats de l'UTS. Je connais les débats de l'UTS, voilà. Alors que dans le gouvernement même, il y a beaucoup de choses qui se passent. On ne voit pas de sanctions à la hauteur de ce qui se passe. Les grèves, donc il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses que ce gouvernement n'a pas réussi à juguler. Et il y a certains même qui pensent que l'arrivée même de la Covid-19 a été une très bonne chose pour ce gouvernement, parce que sans cela, aujourd'hui, ce pays-là serait dans une situation assez difficile. Moi, je ne suis pas pour la Covid-19, c'est une maladie, je ne suis pas pour la maladie, je compte. Mais je dis aussi que ce gouvernement n'a pas cherché à réconcilier les Burkinabés autour d'un certain nombre de choses pour qu'on puisse avancer. Ils ont pris les 30 et 31 octobre comme une victoire, comme un passe-droit, et ils avaient la légitimité de faire tout ce qu'ils veulent. Non, c'est pas ce que les Burkinabés voulaient. Les Burkinabés ne voulaient pas seulement qu'on modifie l'article 37, c'est tout. Ils ne voulaient pas autre chose. Voilà. Mais quand on prend le pouvoir dans une situation bien et qu'on l'amène dans une situation moins bien, je suis d'accord avec Bama, quand il dit que 4,50 et quelques pour le président Roch Marc Christian Kaboré, je pense que le CGD, s'il n'a pas tripatouillé les trucs, c'est que c'est grave parce que ce monsieur ne mérite même pas 3. Ça, c'est vos notes à vous, mais ici, ce sont les perceptions des populations. Je crois que c'est des statistiques qui ressortent. Ces chiffres, ce n'est pas le CGD qui s'assoit pour écrire les chiffres. Je donne ma perception. Ce sont des résultats. Je donne ma perception, ça ne va pas, et le CGD même sait. Merci. Alors, pour la suite, est-ce que vous voyez là 4,53 pour un président sortant qui part à des élections, à 5 mois des élections, qui est noté comme ça dans le cadre d'un sondage? Est-ce que vous pensez qu'il peut y avoir des effets? Ça dépend des contextes, vous le savez bien. Dans un contexte, les motivations des votes ne sont pas liées sur des résultats. Et lui-même l'a dit que le programme... En fait, les engagements, c'est des engagements. Il s'engage, il prend à cœur. Bon, mais écoutez, vous n'êtes pas obligé de réaliser ce que vous prenez à cœur ou ce que vous engagez. On sait que les réalités, les motivations des votes se trouvent ailleurs. Ça, c'est clair. Dans un environnement plus ou moins sain, oui, par exemple, comme dans les pays à grande tradition démocratique où les gens sont quand même assez au fait des règles. Bon, ici, on ne vote pas forcément pour des résultats. Donc, oui, mais il reste que c'est le sentiment des gens qui vont voter. Bon, mais généralement, ce que vous savez... C'est le sentiment. Alors, qu'est-ce qui peut donc bien se passer pour que quelqu'un qui n'est pas satisfait? Vous avez 21% qui ne sont pas satisfaits. Non, je crois que satisfaits plutôt, je crois qu'aujourd'hui, de plus en plus, les gens commencent à comprendre. Vous avez donné la perception des gens à l'intérieur du pays, dans les zones. Avant, c'est quoi? C'est des légitimistes qui sont là, qui disent, bon, il est chef, il faut le laisser, c'est comme ça, tout le monde ne peut pas être chef. S'il a été chef, c'est parce que c'est Dieu qui l'a voulu, et c'est bon, on y va. Mais maintenant, ils ne sont pas comme ça. Ils sont beaucoup plus critiques même qu'en ville. Quand vous arrivez dans les campagnes, quand vous allez au nord, vous voyez les gens qui reviennent de là-bas, ils se plaignent parce qu'ils vivent au jour le jour les questions d'insécurité. C'est eux qui vivent ça. Ce n'est pas nous à Ouagadougou.
Nous, à Ouagadougou, c'est quoi? S'il a bien plu, le temps est sympa, voilà, on s'envoie des textos et puis on rigole. Voilà, la nuit, on veut qu'on lève le couvre-feu pour qu'on se balade. Mais eux, ce n'est pas une question de se balader. C'est dormir et puis de se réveiller le lendemain sur leurs deux pieds. Aller au marché tranquillement. Et ça, ils le vivent, ils n'ont pas besoin d'un sondage pour ça, ils le savent. Et quand ils comparent à une situation antérieure, ils ne peuvent pas être contents. C'est pour ça que nous disons que 4,75 ou 4,55 pour le président Kaboré, je pense qu'il s'en sort très bien dans ce sondage. Lagui Baba, relation entre ces chiffres-là, cette note, et puis le pressentiment ou le sentiment, le ressenti des populations en rapport avec les élections. Nous sommes dans l'antichambre pratiquement. Je l'ai déjà dit, l'élection en Afrique, on sait ce que ça vaut. D'ailleurs, le passé récent nous renseigne à souhait sur cette question-là. Blaise Compaoré avait été élu à combien % en 2010? C'est pas... Voilà. Plus de 80%, non? 82 ou... Et c'est les mêmes électeurs là qui l'ont chassé à midi ici. Ça veut dire quoi? Ça veut tout dire ici, les élections en Afrique. Ce n'est pas des élections. Donc, y a pas de à la limite, on fabrique légitimité. des légitimités pour des gens et puis ils continuent. On sait très bien que ce qui est dans les urnes, ce qui sort des urnes là, ce n'est pas le vrai ressenti des gens, des populations. Ce n'est pas possible. Les gens ont faim. Les gens se baladent là-bas, des sacs de riz, on leur donne. On caporait les chefs traditionnels qui donnent des consignes de vote, que non, il faut voter un tel. Mais le villageois qui vit au jour le jour, il reçoit un sac de riz dans sa famille, il va aller voter. Le président qui est là, on dit c'est le Naba, il faut le voter, on le vote. Maintenant, après, ce qui va venir maintenant, bon... Mais j'ajoute un peu à ce qu'il a dit. On a vu un quart de l'État. Un quart de l'État signalé en train de faire des enrôlements. Tout ça, c'est pour corroborer ce que Baba dit. Voilà, ils ont déjà les résultats. On a à 5 mois des élections. Je pense que quand on aura l'élection, le président sortant va faire son bilan. C'est-à-dire que sur la base des engagements, on est peut-être à mi-mandat. Pas à mi-mandat, je veux dire que c'est ce mois que ce sondage a été fait. Mais je veux dire quand on sera au mois de l'élection, il y aura un bilan total sur ces engagements. Et c'est à ce moment que le peuple burkinabé pourra dire... Non, mais quand vous avez parlé, je n'ai pas réagi. Laissez-moi parler. Je veux dire qu'à ce moment, le peuple burkinabé va regarder si ce monsieur... sur la base mais dans le sondage, c'est déjà le peuple qui s'exprime. Oui, c'est une partie du peuple. 2000 citoyens qui s'expriment. Vous avez dit quelle est la relation entre ce sondage et l'élection. Quelle pourrait être la relation, bien voilà, sûr. Je suis en train de répondre à cette question. Les effets que ça pourrait avoir. Je suis en train de répondre à cette question. C'est pour dire que sur la base de ce sondage, on pourra savoir à l'élection là si effectivement les Burkinabés décident de sanctionner le président sortant ou décide de lui accorder un nouveau bail. C'est tout. On verra. Ne soyons pas pressés. Non, mais il parle de bilan. Moi, j'ai déjà dit. Le bilan du président est en train de faire. Je ne sais pas si tu me laisses parler. Tu m'as demandé tout à l'heure de me quitter. Merci. Je ne sais pas si tu regardes la RTB, mais ils sont en train de faire le bilan du président là-bas. Merci Ali. C'est des bilans physiques, des routes, des ceci. Évariste a la parole. On a dit que ça ne pourra pas être le véritable. Oui, la question c'était de savoir est-ce que quand déjà à 5 mois les populations se ressentent comme ça, est-ce que ça pourrait les emmener à sanctionner par le vote? Mais ce que Parfait dit, c'est qu'il y a ce que les gens pensent, ce qu'ils vivent, mais il y a comment ils réagissent le jour du vote et qu'il faille attendre après pour pouvoir en juger. Il faut relativiser l'impact de ce sondage sur les résultats. Parce que d'abord, quand vous regardez même le corps électoral, vous avez plus de 3 millions de Burkinabés qui ne se déplacent pas. Ils s'inscrivent, ils vont se déplacer pour s'inscrire, mais ils ne vont pas aller voter. Et ces gens-là, en fait, font beaucoup de critiques, ils sont alertes. Et quand on prend encore notre résultat au Mali, le président a été élu il y a moins d'1 an. Et on a vu le même peuple qui est descendu dans la rue pour demander son départ. On est parfaitement d'accord. Merci à vous. Les téléspectateurs peuvent toujours appeler pour s'inscrire sur le numéro qui va s'afficher à l'écran. Ils s'inscrivent, on va les rappeler pour qu'ils puissent participer donc à ce débat. L'issue des votes, c'est parce qu'on dit tout simplement, voilà la perception des Burkinabés. À un moment donné, ils ne sont pas contents de leur président. Merci Ali. Le dernier sujet, c'est un sujet donc judiciaire. La question concerne une crise qui se passe entre le procureur général et le barreau. On va donc rappeler simplement qu'au niveau du barreau, le conseil, le bâtonnier donc, avait décidé
de ne pas faire participer, donc de ne pas tout simplement commettre d'office des avocats pour participer donc, aux assises criminelles qui avaient lieu. Et donc, en réponse, le procureur également général avait demandé à ce que toutes les audiences correctionnelles, il n'y ait pas donc possibilité que les différents parquets n'audiencent pas donc, ces différents dossiers qui ont créé quelques soucis au niveau donc, de ces deux institutions. Au niveau du tribunal de grande instance de Ouagadougou, la semaine écoulée, les audiences se sont tenues. Au niveau du tribunal donc, de la cour d'appel également, les audiences se tiennent. Alors, très rapidement, Évariste Concebo, l'origine de cette crise. Non, c'est vrai, tel que présenté, oui, on peut dire, mais il faut aller regarder. Il n'y a jamais de fumée sans feu. Parce que tout est parti à partir du 18, je pense. Quand au niveau de la cour d'appel, ils ont reçu le serment de quelqu'un qui avait, enfin, d'un ancien magistrat qui a déposé donc le dossier pour être avocat. Ça, c'était le lundi 18. Or, il se trouve que dans la même foulée, le 29 mai, le premier président de la cour d'appel a demandé donc aux bâtonniers de commettre d'office des avocats dans le cadre d'une procédure criminelle, en fait pénale. Quand on fait les assises criminelles, pour ceux qui n'ont pas les moyens de s'acheter un avocat, bon, on commet. Et c'est maintenant, le déclenchement, ça a été la réaction donc, du bâtonnier qui a refusé, donc, parce que maintenant, depuis donc, le règlement 5 UOMOA de 2015, c'est maintenant le bâtonnier de l'ordre qui commet. Sinon, avant, c'était le premier président de la cour d'appel qui commettait. Donc, il a refusé donc, de commettre donc, à cet effet. Et il y a eu, bien sûr, une réaction que j'appelle, et je qualifie moi d'épidermique, parce que bon, ça n'était pas lieu, parce que là, c'est répondre à une violation par une autre violation. Et donc, il y a le PG, le procureur général, donc, qui a donc instruit donc, les procureurs de sa juridiction de ne pas aussi programmer, les audiences, programmer, c'est le terme, les dossiers dans lesquels les avocats étaient constitués. Alors, la question ici, c'est la question des droits aussi des accusés, parce que dans un sens comme dans l'autre, que ce soit les assises criminelles ou que ce soit les audiences correctionnelles, ça pose un problème quand il n'y a pas d'avocat. Bama, il est régulier de voir notre monde judiciaire traversé par des crises du genre. Oui, c'est vrai. C'est comme... quelqu'un l'a écrit, je l'ai lu quelque part, c'était comme si chaque bâtonnier qui venait avait sa crise liée à une affaire de magistrat, d'ancien magistrat qui veut se reconstituer en avocat qui pose problème. Apparemment, c'est récurrent, chaque fois, chacun vient et puis il a sa crise à gérer et puis bon, il s'en va. Et apparemment, c'est une malédiction dans le milieu. Mais j'avoue que pour ce cas-là, jusqu'à présent, moi j'ai essayé d'écouter, j'ai essayé de lire, mais je ne vois vraiment pas le problème. Je ne suis pas arrivé à cerner vraiment ce qui est le problème ici. J'ai essayé d'appeler des avocats pour comprendre, j'ai appelé aussi des magistrats pour comprendre, mais quand tu écoutes les uns et les autres, finalement, c'est quoi le problème? Je ne suis pas encore arrivé à trouver la bonne réponse. Et je suis tenté de croire que c'est juste des petites questions d'ego personnel, apparemment, des gens qui sont en train de vouloir se régler leurs comptes personnels en voulant maintenant faire des problèmes nationaux qu'on veut que nous tous on puisse prendre en charge. Sinon, moi, je ne vois vraiment pas où se trouve le problème dans cette affaire-là. Et ça fait que je suis trop un peu embarrassé d'en parler sur ce plateau. Oui, Ali, okay. Moi, très rapidement. Je suis un peu comme Bama. J'ai essayé de lire, j'ai écouté. Je connais certains magistrats, je connais aussi des avocats, je les écoute. Et finalement, on voit que le bâtonnier parle de problèmes de procédure, qui ne sont pas respectés, et ceci, cela. Bon, et puis, il y a une certaine cacophonie à l'intérieur qui fait qu'on n'arrive pas à avoir la sérénité dans ce corps. Mais ceci étant, ce qui est bien à comprendre et à savoir, à respecter par tous les acteurs du monde judiciaire, on a intérêt à ce que magistrats, comme avocats, il y ait de la sérénité dans cette affaire. Et que le droit de justice. Voilà. Et que la passerelle, c'est-à-dire que la passerelle entre celui qui a commencé son boulot de juge et qui veut devenir avocat plus tard, il faut que la passerelle là soit assez claire, précise, pour qu'on comprenne comment ça se fait. Après 10 ans de travail, qu'est-ce que je fais pour devenir avocat? Ensuite, les commis d'office, parce que les gens qui sont devant les juridictions, qui n'ont pas les moyens de s'offrir un avocat, or, la loi dit que chaque Burkinabé doit être assisté d'un avocat donc, quand il est devant les juges. Donc, en matière pénale. Voilà. Donc, maintenant, il faudra aussi que les magistrats, comme les avocats, devant cette situation, puissent avoir un comportement assez clair,
pour que la justice puisse rouler normalement. Sinon, ils prennent des décisions, ils vont prendre des décisions et que les gens seront en droit de douter parce qu'on voit, voilà, tel avocat est le bon petit de tel procureur, il est le bon petit de tel juge est le bon petit de tel avocat. Bon, donc, quand c'est comme ça, ce n'est pas très intéressant. Merci Ali. Oui, parfait Silga. Mon sentiment, c'est que c'est une affaire personnelle entre maître Salambéré et le procureur général qui se détient sur des institutions. Laurent Poda. Vous voyez, parce que Évariste a parlé de cette affaire de Maïssa qui veut se reconvertir, mais il y a aussi cette affaire de l'affaire Guiraud. Il y a aussi cette affaire, l'affaire Guiraud aussi qui est entre les deux et qui constitue un os entre les deux. Et moi, j'ai dit, c'est dommage que à la tête de ces institutions-là, les gens ne puissent pas trouver un modus vivendi. C'est vraiment dommage. Mais au lieu d'évoquer, de régler ces problèmes-là, mais vraiment, il y a d'autres affaires plus sérieuses. Quand on lit le dernier événement avec cette affaire de corruption, cette affaire de Coxer-là, mais voilà quelque chose de plus sérieux sur lequel les magistrats et les avocats doivent se pencher. Mais là, non, c'est une petite affaire entre deux personnes qui se retrouvent à être gérées entre deux institutions. Je trouve que c'est véritablement dommage. Parfait. Ce que je voulais dire pour sans rentrer dans les méandres en fait, du débat judiciaire et tout, sauf que quand même que tous les problèmes sont partis du fait que le bâtonnier est refusé maintenant de commettre d'office. Bon, c'est vrai que le règlement 5 UEMOA de 2015 ne prévoit pas de sanctions, parce que ce n'est pas normal. Et c'est en l'absence donc de cette sanction, il aurait peut-être fallu que les magistrats essaient d'explorer les voies légaux pour peut-être contraindre ou peut-être même commettre pour que la procédure ne soit pas bloquée. C'est ça qu'il fallait faire. D'accord. Alors, je voudrais donc, parfait là un peu effleuré, je voudrais qu'on dise un mot là-dessus, mais je précise qu'on n'a pas tous les éléments, les éléments de cette affaire. Alors, il est apparu dans donc, la dernière livraison de l'événement, donc des magistrats auraient donc, sur l'affaire des véhicules de la mairie, demandé 70 millions au maire pour marcher sur le dossier, comme on dit. Alors, très rapidement, 30 secondes chacun là-dessus, le temps qu'on ait peut-être vraiment tous les tenants et les aboutissants de cette affaire pour mieux en débattre. Je commence avec Lagivama. Non, c'est une affaire qu'on a tous lue dans le dernier numéro de l'événement, effectivement. Et je pense que parfois trouver le bon mot, dès que c'est présenté en tout cas entre les lignes de l'événement, c'est une affaire de Coxer maintenant qui se retrouve dans le milieu judiciaire, des magistrats qui se comportent en Coxer pour aller demander de l'argent pour finir taire des affaires en justice. J'avais beaucoup d'ahurissement que moi j'ai lu ça. Maintenant, comme je l'ai dit, on va peut-être attendre pour voir quelle sera la réaction des uns et des autres, parce que si les faits qui sont présentés sont effectivement... Parce qu'il y a trois parties, disons, il y a la mairie, jusque-là, le maire a été nommément cité, il y a des noms donc, de magistrats aussi qui ont été cités, jusque-là, c'est silence radio. Je n'ai pas fini. Hein. D'accord, allons-y. Donc, je disais qu'il faut vraiment qu'on attende de voir la réaction, parce qu'il faut vraiment qu'il y ait réaction. Si les faits qui sont présentés dans l'événement sont vraiment des faits qui sont avérés, ça ne peut pas passer comme ça, hein. C'est très grave. En tout cas, c'est très grave. C'est la question, la crédibilité de notre justice qui est en jeu. Tout à fait. Et surtout, il ne faut pas oublier que c'est parti d'une affaire qui est partie du courrier confidentiel, l'affaire des 77 véhicules de la mairie. Une affaire dans l'affaire. Une affaire qu'on crée dans l'affaire. Mais il faut rester très vigilant, parce que moi, quand j'ai lu aussi derrière ce qui est écrit, je me suis demandé comment est-ce qu'on a pu savoir des choses comme ça, qui sont censées passer entre... C'est des choses qu'on cache hein, très généralement. Comment ça a pu sortir? Qui a pu bien vouloir que ça sorte? Je vois qu'il y a un manège dans l'affaire. Surtout que le maire est allé plusieurs fois à la banque. Tout à fait. Il y a un petit manège dedans qu'il va falloir en tout cas déceler. Et vraiment, il faut qu'on puisse comprendre ce qui s'est passé. Il ne faut surtout pas que ça vienne tuer la première affaire, qui est la plus importante. Ce n'est pas la première fois. Parfait, hein, parce qu'il y a déjà eu une affaire... au niveau du CSM, où des magistrats ont été accusés de corruption, et ceux-ci sont arrivés, ils ont dit, oui, je suis corrompu, mais toi aussi tu es corrompu, se sont très malés, et après, silence radio. La fameuse commission d'enquête. Avant ça, il y a eu une autre affaire, où il y avait des magistrats, des avocats et des greffiers. Ça, oui. Mais vous voyez, 3 affaires, et jusqu'à présent, rien. Moi, je pense qu'il est temps de remettre sur la table la question de l'indépendance de la justice.
Alors, il n'y a pas que l'affaire du maire aussi. Il y a une autre affaire là, au SRJP. C'est une question au niveau de Wemtenga, une affaire aussi. Je pense qu'il faut remettre... de quelqu'un qui travaille au Canada, je crois, comme on appelle, qui est aussi impliqué dans une affaire, où on cite aussi des noms de magistrats. Mais je crois que là, il y a un juge qui a déposé plainte, qui poursuit pour diffamation. Moi, je veux dire qu'il faut faire très attention avec ces histoires d'accusations, parce qu'il faut des preuves. Bon, et c'est vrai qu'on n'a pas tous les éléments. Mais de visu comme ça, ce que moi je suis tenté de dire, il faut voir aussi des mains invisibles peut-être pour régler des comptes. Parce que quand même, convoquer tout un maire pour rendre des comptes suite à ça, c'est quand même, ça peut susciter des sentiments de vouloir faire des montages aussi et puis salir encore. Moi, je n'exclus rien du tout. Mais je suis étonné parce que quand on voit parce que vous avez fait allusion de la commission d'enquête au sein de CSM, ça n'a pas été simple. Hein. Moi, j'avais des amis, mais attendez, c'était très chaud. Hein. Et même si Parfait dit qu'on n'a rien vu venir, parce que les débats se sont déroulés, hein, il y a eu des détails, c'était très, très, très chaud. Et quand moi je vois ce qui s'est passé, je suis étonné qu'à l'heure actuelle, il se trouve encore des magistrats qui oseraient prendre des risques. Donc j'attends de voir. Qui font des démarches. Attendez, je crois qu'il faut quand même que les magistrats fassent attention. On ne va pas ici dire que tel magistrat ou bien ceci et cela parce qu'on n'a pas encore tous les éléments. Mais ceci étant, lorsque les médias commencent à parler d'un problème, le journal de Lagui en a parlé, l'événement également en a parlé, ça veut dire qu'il y a un certain malaise à l'intérieur de la maison des magistrats, des malsains. Donc il faut qu'ils fassent attention parce qu'ils ont acquis leur indépendance de lourde lutte, avec bien entendu les populations qui voulaient une magistrature, des magistrats libres, une justice libre, afin que quiconque rentre à la justice par rapport à son dossier, quand il ressort, même quand il n'est pas content du rendu, qu'il ne dise pas, il accepte. Pour terminer, il faut que les magistrats fassent attention, parce que Parfait a lâché un mot très important. Il dit qu'il faut revoir la question de l'indépendance de la magistrature. Et cette indépendance-là, le régime MPP n'en veut pas. Et si les magistrats ne font pas attention, ils vont leur retirer leur indépendance, ils n'auront que leurs 2 yeux pour pleurer, parce que personne ne viendra. Merci Ali. Alors ce qu'on peut dire, c'est que si ces affaires, que ce soit SRJP ou que ce soit encore l'affaire avec le maire, il serait important que le Conseil supérieur de la magistrature, très rapidement, parce qu'il est question de magistrats et d'un corps quand même, un pouvoir, on va dire comme ça. Donc il faut donc très rapidement qu'on sache de quoi cela relève. Merci à vous. On termine avec la Côte d'Ivoire avant de prendre nos téléspectateurs. Côte d'Ivoire, attaque au nord. On parle même de 2 attaques. Disons, une après, il y a eu 12 morts. 12 morts quand même, c'est important. Et c'est une base qui a été attaquée. Alors, un expert de sécurité, Mamoudou Sawadogo, disait que c'est à mettre en relation avec l'opération conjointe où donc il fallait démanteler des réseaux dans notre frontière et que c'est certainement une réaction des terroristes qui pour tout simplement dire qu'ils sont là et que l'opération n'a pas servi à quelque chose. Non, l'attaque qui a eu lieu démontre effectivement qu'il est temps que les pays sachent que dans cette guerre-là, elles doivent être ensemble, elles doivent se serrer les coudes. Parce que bon, on a eu l'impression à un moment donné que le Burkina, le Mali, le Niger se débattaient comme ils pouvaient dans le G5. Mais il faut comprendre que dès qu'on a des frontières communes là, il faut qu'on mutualise les efforts pour arriver à vaincre cette île-là. Mais est-ce que, Ali, est-ce que quelque part, c'est pas comme si les Ivoiriens sont venus chercher leur guerre? Parce qu'on connaît le principe des terroristes, quand vous mettez du côté de leurs adversaires, ils font de vous immédiatement un adversaire. Est-ce que c'est comme ça qu'il faut comprendre? Ou est-ce que la Côte d'Ivoire ne pouvait pas ne pas connaître cette situation? Non, mais Parfait a dit quelque chose d'assez intéressant. On peut le dire, on sait très bien aujourd'hui qu'au niveau de notre frontière avec la Côte d'Ivoire, il y a des opérations qui se mènent là-bas pour éviter que, justement, les terroristes installent leur base. Et c'est à la frontière avec la Côte d'Ivoire. Bon, si dans le cadre de la coopération avec la Côte d'Ivoire, l'armée ivoirienne apporte son soutien à notre armée, il est évident que ceux qui nous attaquent vont voir l'armée ivoirienne comme étant soutien du Burkina Faso, ils vont le faire. Bon, donc Parfait a également parlé de la question du G5 Sahel, mais la Côte d'Ivoire n'est pas dans le G5 Sahel.
Et c'était aux membres du G5 Sahel de le savoir pour dire, nous sommes, c'est vrai que c'est la bande qu'on attaque, mais nous sommes frontaliers avec la Côte d'Ivoire, nous sommes frontaliers avec le Togo, nous sommes frontaliers avec le Ghana, nous sommes frontaliers avec le Bénin. Il faut inviter ces pays-là par rapport à ça. Mais s'ils ne l'ont pas fait, ils ont voulu faire la chose entre eux, pays du Sahel, pour dire, voilà. Je vous rappelle que j'avais dit sur le plateau ici que lorsqu'on a parlé du djihadisme il y a quelques années plus tard, avant, sous Blaise Compaoré, le Mali et le Niger ont dit, nous, on ne peut pas avoir des djihadistes chez nous parce que nous sommes des musulmans. Et voilà que le Burkina... Ce qu'il faut dire, c'est qu'au niveau du G5 Sahel, je crois qu'il y a eu une réflexion pour l'élargir à d'autres pays comme le Ghana, voilà, le Togo, c'est ça, il faut élargir ça à la Côte d'Ivoire. Parce qu'on parle des G5 Sahel élargis, je crois. Oui. Et puis, bien entendu, il faut trouver une relation intelligente entre les dirigeants et puis entre les armées. Parce qu'il ne faut pas oublier aussi que, je termine sur ça, oui. C'est important, parce qu'il ne faut pas oublier aussi que dans le coup d'État raté, la gestion de ce coup d'État aussi n'a pas été très correcte, à tel point que, bon, on a cité des noms de militaires, de pays dans tel chose, et ça aussi, ça peut contribuer à ce que les gens se méfient. Alors que nous sommes dans le même panier, nous devons nous serrer les mains face à l'ennemi. Évariste Konsebo, sur l'efficacité de nos opérations, comment deux pays mènent une opération dans leurs frontières et le lendemain, les mêmes groupes qu'on allait dire démolir ou traquer, ce sont ces mêmes groupes-là encore qui s'organisent et puis qui attaquent un pays et qui fait avec une telle violence. En quoi ressemblent donc finalement nos opérations? Non, enfin, pour faire plus sérieux, en fait, ça veut dire quoi? Forcément, il y a des problèmes en fait au niveau de l'organisation de ces opérations. Est-ce que ce n'était pas plus de la communication qu'une opération vraiment sérieuse? Parce que apparemment, ça a été fuité, tout le monde savait qu'il allait y avoir une opération. Vous savez, en matière militaire, même le débarquement de Normandie, il n'y avait que Ike qui avait la date. Tous les autres, les deux personnes. Quand vous menez des opérations d'envergure que tout le monde sait, j'ai eu l'impression que peut-être ils sont allés se cacher, ils ont traversé la frontière, ils sont allés se planquer, et les autres sont venus, ils ont fini, après ils sont revenus. Alors pour faire plus sérieux, c'est vrai, ça pose un problème que... Mais ce n'est pas nouveau la Côte d'Ivoire, les attaques. Parce que l'international terroriste, ils ont une visée sur toute l'Afrique de l'Ouest. Ils revoient tous ces États-là en espace, en termes d'espace. Et c'est vrai que vous l'avez rappelé, le Ghana et la Côte d'Ivoire ne sentaient pas, mais l'attaque de Grand Bassam déjà était un signe précurseur. Mais depuis, il y a eu combien de temps? Ça peut peut-être interpeller les deux États à s'associer sérieusement pour travailler, quoi. Parce que il faut forcément ça. Il faut donc créer l'axe 1G2. Non, je voulais ajouter juste avant que Bama... Il faudra que le Burkina et la Côte d'Ivoire fassent très attention sur ce qui se passe. Parce que si jamais les djihadistes prenaient le contrôle de la voie Abidjan-Ouagadougou, on est étouffé ici. Donc, cette attaque-là, ils n'ont qu'à prendre ça comme un avertissement sérieux et se mettre très au sérieux pour ne pas que les gens s'installent. S'ils s'installent, c'est terminé. Notre pays est encerclé et je ne peux pas imaginer ce qui pourra nous arriver. Donc, il faut que les politiciens, les politiques, les militaires et toutes les personnes de bonne volonté s'associent. Là, Guy, rapidement, sur cette question, la Côte d'Ivoire aussi qui rentre, comme on va dire, dans le giron des sécurités. Moi, c'est juste deux choses. C'est dire que, d'abord, cette fameuse opération conjointe qui aurait été menée n'aurait été qu'une simple opération de com que les gens ont certainement fait. Et il n'y a rien eu dedans. Sinon, on ne peut pas comprendre qu'il y ait vraiment... La Côte d'Ivoire était là paisible, bien entendu, après cette histoire de Grand Bassam. Et c'est après cette opération, subitement, on voit des attaques aussi vraiment spectaculaires au nord de la Côte d'Ivoire. Ça veut dire qu'il n'y a pas eu que après cette attaque de la Folo, je crois, il y a eu une autre attaque qui a un peu échoué, il y a eu une autre aussi à l'ouest. Tout à fait. Donc, c'est dire qu'il n'y a pas eu de sérieux dans si toutefois elle a existé même, parce que voilà une opération qui a été menée, il a fallu que même il y ait cette attaque pour nous, moi j'apprends, peut-être que je n'ai pas été attentif, qu'il y a eu une opération conjointe entre les deux armées dans le nord et tout ça. C'est pour dire que vraiment il n'y a pas eu de sérieux dans cette affaire. D'accord. Et aussi pour terminer, la deuxième chose c'est que du coup, ça montre que le Burkina là, c'est très grave. Parce que si on peut faire ça au nord de la Côte d'Ivoire, ça veut dire que Ouagadougou là même là, on peut venir faire tout ce qu'on veut ici.
C'est ce que ça veut dire. Ce que nous, Ils sont déjà passés par là. Non, c'est pour dire à quel point on doit prendre la chose plus au sérieux qu'on le fait jusque-là. Pas jusque-là, on pense que l'affaire là, c'est une affaire de Djibo, de Fada et tout ça, et que nous, on est en sécurité ici. On se leurre. L'affaire est beaucoup plus grave que ça. Et il faut que surtout nos dirigeants prennent conscience de cette situation et puis donner les vraies réponses aux questions qui sont posées. Merci, sinon, on est perdu à jamais. Merci. Peut-être quelqu'un va venir dessus. Ce leurre est tombé depuis l'attaque de l'état-major de... D'accord. On prend notre premier téléspectateur, Monsieur Abdoulaye Maïga, qui appelle de Waïgouya sur le report des élections. Monsieur Maïga, bonjour. Oui, bonjour, M. Lukman. Allez-y pour votre intervention. Voilà, c'est pour dire que, bon, il y a des gens qui disent que ne pas tenir les élections est synonyme de la victoire des terroristes. Mais en même temps, il faut savoir aussi que tenir les élections, ne pas tenir les élections sur toute l'étendue du territoire national et fait aussi la victoire des terroristes. Parce qu'il serait mieux, à mon avis, de tout mettre en œuvre pour que les élections puissent se tenir partout où besoin sera. Sinon, les territoires qui ne pourront pas participer pour cause d'insécurité, est-ce qu'ils vont se sentir au Burkina Faso? Quand nous prenons, si nous faisons ça, c'est l'exemple du Mali, par exemple. Parce qu'ils ont pu dire qu'ils vont tenir les élections, ils ont tenu les élections, mais dans une partie du pays, qu'est-ce que ça donne comme résultat? Les territoires qui n'ont pas pu participer vont revenir à la propriété des terroristes. Et moi, je pense que c'est mieux qu'on sécurise ces zones. Parce que s'il y a déjà des Burkinabés qui y vivent, moi, je pense qu'il n'y a pas d'excuses possibles pour dire qu'on ne peut pas tenir des élections pour cause d'insécurité. Il faut tout mettre en œuvre parce que c'est des gens qui vivent là-bas. Pourquoi ne pas tenir les élections là-bas aussi? Merci. Merci, M. Maïga. Évariste? Non, c'est le sentiment que j'ai, parce que la priorité, c'est de rétablir l'intégrité du territoire. Surtout, n'oubliez pas que nous sommes en train de faire face à notre cohésion sociale est en train de partir en lambeaux, avec tout ce qu'il y a comme conflit communautaire. Les autres, beaucoup de communautés, si elles sont exclues, ne vont plus avoir ce sentiment d'appartenir à la nation. Alors, si on récapitule un peu ce que M. Maïga dit, si on fait l'élection sur la portion, on va dire, sous contrôle, l'autre portion qui n'a pas voté le président ne se sent pas concernée par le chef de l'État. Ils ne sont pas sous le pouvoir d'un président qui n'ont pas élu, par exemple. Mais non, malheureusement, si tu es au Burkina Faso et que l'élection se tient dans une partie, les autres populations, malheureusement, elles auront certes le sentiment qu'elles ne sont pas dans le même pays, mais malheureusement, ce sera ce président qui sera légitime. Voilà, c'est ce qui va se passer. Voilà pourquoi je suis tout à fait d'accord avec ce qu'il dit. Il ne faut pas qu'on puisse arriver à une situation où effectivement des Burkinabés ne vont pas se sentir burkinabés. Il faut qu'on puisse travailler à ce que l'élection puisse se tenir partout au Burkina Faso. Bon, je crois que M. Maïga a bien dit ce que nous, peut-être, on a mal dit ici. Si les élections ont lieu sans une partie du territoire national, ce n'est pas des élections nationales. Si les élections n'ont pas, ce sera toujours la victoire de ceux qui attaquent, parce qu'on remarque aujourd'hui qu'on est enlisé dans ce conflit. On ne sait plus trop, même sur le plan sécuritaire, on est enlisé, on ne sait plus trop comment faire. Maintenant, on va vers un enlisement, j'allais dire politique et institutionnel. Et ça aussi, c'est un gros souci qui nous attend. C'est pour ça que tout à l'heure, je disais qu'il fallait qu'au lieu de ramasser les gens avec des bus pour aller enrouler, il fallait plutôt que le régime en place organise des assises, des trucs, avec l'ensemble des populations, l'ensemble des acteurs politiques, l'ensemble du conseil, pour essayer. Moi, je n'ai pas dit le nom de quelqu'un. J'ai dit au lieu de ramasser des gens, ceux qui peuvent utiliser les caractères. Dans tous les cas, la CENI a fait un communiqué pour ceux qui peuvent utiliser les bus, cette pratique. Ceux qui peuvent utiliser les bus avec l'immatriculation de l'État, c'est ceux qui gèrent. L'Aguibama, par exemple, c'est que si on écoute le téléspectateur, on est entre, donc, disons, le bateau l'enclume, ou disons, on ne sait pas, entre le choléra et la peste. Non, il a vu quelque chose qu'on n'avait pas vu. Et quand moi j'y réfléchis, non, mais c'est lui qui a raison en réalité. Et puis, ça veut dire que là où même. Je crois que la seconde option est encore mieux quand on y réfléchit. Non, c'est vrai. Laquelle? Ça dit que. Ce qu'il a dit, ça dit que le fait qu'on organise des élections et puis une partie du pays ne participe pas. Cette partie ne nous appartiendra plus. Il faut réfléchir un peu. Hein. Ça dit que là. La souveraineté, c'est ça. D'accord. Ça dit que on est d'accord maintenant que
c'est fini. Ça veut dire que c'est parti là, c'est plus le Burkina. C'est ce que ça veut dire. D'accord, merci. Alors que dans la première option là, ça veut dire le fait qu'on reporte les élections là, on peut encore se blaguer, dire non, Que ça nous appartient. on peut toujours les rattraper. D'accord. Mais là, ça veut dire qu'on ne sait là jamais, Le sort. D'accord. Et là, c'est très grave. On prend un téléspectateur, M. Touré, qui appelle de Bobo, sur encore le report des élections. Alors, M. Touré, allez-y rapidement pour votre intervention. Bonjour tout le plateau. Bonjour à vous. Et mes hommages, permettez-moi de les présenter à M. Bama et lui dire bon courage pour tout ce qu'il fait pour accroître l'opinion publique que certains confondent avec l'opinion doxaphile, c'est-à-dire l'opinion trompeuse. On va avancer sur votre Bien, pour ce sujet. qui concerne les élections, je vais commencer là par écarter les argumentations fallacieuses. Monsieur Touré, Oui. utilisez des mots plus souples. Hein. Fallacieuse, c'est un peu... Allez-y, allez-y. Voilà. Les argumentations qui ne conviennent pas, si vous voulez, ça peut Voilà, passer. voilà, merci. C'est bien pour l'élégance du Voilà. langage, voilà. Les argumentations qui sont de nature à dire, et s'il n'y a que 1000 inscrits, eh bien nous allons voter avec les 1000 inscrits. Parce qu'au Burkina, on n'a jamais vu tout le monde aller voter. Cette argumentation passe encore mieux que l'autre. Je ne sais pas quel mot utiliser puisque vous allez réagir. Allez-y, Voilà exprimez-vous. une autre argumentation qui est réellement stupide, qui dit que si nous n'allons pas aux élections, eh bien, ça voudrait dire que les terroristes ont gagné. Parce qu'ils nous auront forcés à ne pas aller aux élections. Mais ceux qui utilisent cette argumentation ne disent pas que c'est présentement que les terroristes ont gagné, puisqu'ils vous empêchent d'aller faire les élections là où tout le monde a le droit de faire. Donc moi, je veux écarter ces argumentations-là. Maintenant, les argumentations sérieuses. Ceux qui parlent justement de vide juridique. Il y aura un vide juridique constitutionnel si nous n'allons pas aux élections à bonne date. Eh bien, je dis, est-ce qu'il y a déjà eu des dates dans une constitution concernant une élection? Non. Il y a peut-être la durée d'un mandat et la nécessité de tenir les élections. La personne ne le rejette au Burkina. Maintenant, les constitutionnalistes vous donnent leur version. Les hommes de droit disent qu'il n'y aura pas de vide juridique. C'est au contraire lorsque on piétinera des citoyens qui n'ont pas le droit d'aller justement voter, c'est à ce moment qu'il y aura un vide juridique. Quand on parle du statut du président, du statut juridique du président, après la fin de son mandat, ceux qui soulignent également cet argument-là, est-ce qu'ils tiennent compte du statut actuellement juridique, justement, de ceux qui ne peuvent pas aller aux élections parce qu'on les aura chassés de leur territoire? Maintenant, moi, j'ajoute une argumentation simplement politique, philosophico-politique. Eh bien, pourquoi fait-on les élections? Eh bien, qu'est-ce que la politique, qu'est-ce que la nation? On dit que la politique, c'est l'art de bien gouverner la cité. Et on va la classer cité par nation. Qu'est-ce qu'une nation? C'est justement un ensemble d'hommes sur un territoire qui ont une vie commune, économique, une vie politique commune, des traditions communes, des langues communes, etc. Est-ce que, à l'heure où nous sommes, on peut parler du Burkina comme d'une nation et ayant une politique dans le sens plein du terme? La réponse est non, pour la seule et simple raison que la politique commence Monsieur Touré, justement par la sécurité. Monsieur Touré. Et ensuite, on fait le bien-être matériel et moral des citoyens dans une situation harmonieuse, des conditions harmonieuses que vous Monsieur appelez Touré, position Monsieur Touré, sociale. Monsieur Touré. Rien de tout cela n'existe. Monsieur Touré, voilà. Bon, on allait bien échanger parce que c'est quand même... Voilà, c'est une thèse sur l'État-nation. On n'a pas le temps de développer ça. C'est un politologue apparemment qui parle. On allait lui poser la question aussi de nous donner peut-être une alternative parce que les différentes parties sont un peu confrontées. Oui, voilà. Parfait. Il a dit quelque chose qui n'est pas vrai. Il dit, après l'échéance du mandat du président, il n'y a pas de vide juridique. Je suis désolé, mais il y a un vide juridique. Et justement, quand vous écoutez certains politiques, c'est ce vide-là qu'ils veulent combler en parlant de gouvernement d'union nationale ou de transition. Et pour moi, non.
C'est ça le problème. Sinon, le vide juridique, après l'échange, là, le vide juridique là, sera là. Non, donc, je crois que M. Touré estime qu'il y a un parallélisme dans le vide. C'est-à-dire qu'aujourd'hui où nous sommes, s'il y a des gens qui ne sont pas à même donc de pouvoir exprimer leur suffrage, et aussi c'est une question de vide juridique. Non, il n'y a pas de vide. Non, je dis il n'y a pas de vide parce que jusqu'à présent, dans notre Constitution, il n'est pas dit que si un certain nombre, un pourcentage de Burkinabés n'arrive pas à voter, l'élection n'est pas validée. C'est ça, j'ai dit. Merci, parfait. On prend un autre téléspectateur, M. Rodrigo Drago, qui appelle de Waiguia. On change de sujet sur la note du président. Monsieur Oudraogo. Oui, bonjour. Bonjour, allez-y sur votre préoccupation. Ok, merci bien. Je voudrais juste intervenir sur le sondage qui a été réalisé par le CGD. Allez-y. Voilà, donc en fait, c'est par rapport à la note. Et quand je suis un peu les débats au niveau du plateau, ça me présente exactement la situation de notre pays qui me laisse croire qu'autour du président, il y a des gens qui ne lui disent pas la vérité. Parce que quand vous regardez, vous écoutez Parfait, qui apprécie la note des 4 positivement, moi, ça me fait vraiment, ça me pose beaucoup de questions. Mais c'est son opinion. C'est son opinion. Monsieur Oudraogo, oui. Si vous n'êtes pas d'accord avec cette note, acceptez que Parfait soit d'accord avec. C'est son opinion. Oui. D'accord, allons-y, on continue pour votre intervention. Ok, donc c'est pour dire qu'en fait, la note reflète un peu la réalité du terrain. Parce que c'est vrai, nous n'ignorons pas le contexte sécuritaire, mais beaucoup de choses qui n'ont pas de lien avec ce contexte-là sont foulées aux pieds. Je prends juste le point de l'administration. Et quand vous regardez la loi 081 à son article 44 interdit la mise en place des cellules des partis politiques au niveau de l'administration publique. Et vous avez suivi avec nous qu'au niveau du ministère de l'Agriculture, une cellule du MPP a remis en fait sa contribution dans le cadre de la lutte contre la COVID-19. Par exemple, cet aspect, si on l'évoque, ça n'a pas un lien avec la sécurité, mais on laisse faire certaines choses. Donc je crois qu'il ne faut pas qu'on mette tout dans le problème sécuritaire, il y a un laisser-aller. Et je crois que le travail doit aider le président s'il veut continuer à tirer des leçons et à savoir exactement sur quel élément, en tout cas, focaliser son intention et se faire entourer par des personnes capables. Parce que tout le problème de notre pays à l'air là est qu'on a comme l'impression que le président est mal entouré. Et s'il n'est pas mal entouré, ceux qui sont là pour peut-être des intérêts personnels. Merci. Voilà merci, M. Oudraogo Rodrigue de Waiguia. Merci pour votre intervention. À tous ceux qui nous écoutent, que sur ce plateau, ce sont des opinions qui s'expriment. Nous devons travailler en tant que Burkinabés à accepter les opinions qui ne sont pas favorables. Nous avons des arguments que nous présentons ici. Si vous avez un autre argument, vous présentez cet argument et c'est comme ça que la démocratie avance. Ce n'est pas parce que vous n'êtes pas d'accord avec mes arguments que vous allez commencer à sortir des mots. Parfait, Siliga, merci. On est tous... Tout le monde le comprend, c'est normal. Voilà. Hein, donc, les opinions sont respectées. C'est quand même important que je puisse les dire. Merci, c'est ce qu'on dit toujours. Hein. Voilà. Les opinions sont à respecter. Voilà. Merci. Je crois que c'est... Les gens expriment simplement leur désaccord ou leur point de vue contraire. Merci. Mais tout le monde te dit qu'il n'est pas d'accord avec ce que tu as dit. Il n'y a pas de mal à ça. Merci. Maintenant, ce que Parfait n'a pas souligné dans l'avant-dernière, il s'est juste contenté de dire que la question de timing, tout ça, ce n'est pas un problème. Mais il a soulevé une question aussi très importante, la question de la territorialité. C'est ça. Les turiféraires de cette question de souveraineté, qu'est-ce qu'ils en font? Nous, on n'a pas vu ça dans le débat. Le monsieur vous dit qu'une nation, là, c'est d'abord des hommes, mais c'est surtout un territoire, un espace. Mais ces élections vont se tenir autour de Ouagadougou seulement, là. Le reste du Burkina, là, est-ce que c'est encore le Burkina? Ce n'est plus le Burkina. Donc il va falloir trouver un autre nom maintenant pour dire que les élections là, ça s'est tenu dans un territoire qui n'est pas le Burkina. Ce qu'on n'aura pas fait aussi. Là aussi, c'est un mensonge qu'on va donner aux gens.
Merci. Ça, En tout cas, on ne dira pas que le Burkina est le territoire occupé. Voilà, au moins, on pense que le Burkina, c'est la souveraineté qui va prendre le dessus avec des élections, ou quel que soit ce qui sera dit autour des élections, la souveraineté, la sécurité, la nationalité, je crois que c'est ça qui est important. On va dire merci à vous qui êtes venus sur ce plateau. Merci à ceux qui ont pu appeler et ceux qu'on n'a pas pu rappeler pour des questions évidentes, soit des techniques. M. Ouma Ouedraogo de Ouaïbia qui a voulu, lui, parler de la note du président. M. Hassan Bansé de Ouaga qui a voulu parler des élections. Ce sera pour la semaine prochaine, pour le prochain numéro de Presse Éco. Alors, j'étais avec donc Parfait Silga. Parfait Silga est journaliste, il est donc analyste. Merci Parfait d'être passé sur ce plateau. Mamadou Ali Compaoré, journaliste, actuellement cadre donc, au ministère de la Communication. Merci d'être passé. Bama Lagui, rédacteur en chef de Courrier Confidentiel. Courrier Confidentiel est un bimensuel d'investigation. Merci d'être passé. Et puis enfin, dernier invité, Évariste Faustin Concebo, le chroniqueur média, président du Cercle d'éveil, qui est une association de défense des droits de l'homme et le premier porte-parole du FORA, qui est le Forum alternatif des citoyens. On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour notre numéro de Presse Éco, si Dieu le veut.